Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. La réforme territoriale de retour demain en séance. Le Sénat propose une 4e carte des régions. Manuel Valls viendra prononcer un discours devant les sénateurs pour relancer ce projet phare de l'exécutif. Pendant ce temps, Gérard Larcher multiplie les consultations. Il a reçu aujourd'hui Yvannick Berberian, président de l'Association des maires ruraux de France. Il est aussi notre invité ce soir. Hommage national à Christophe de Margerie, le patron de Total décédé la semaine dernière en Russie. Ses obsèques se sont déroulées ce matin à l'église Saint-Sulpice à Paris, en présence de sa famille et du président François Hollande. De nombreuses personnalités politiques françaises et étrangères étaient aussi présentes pour saluer la disparition d'un grand dirigeant. Les tensions continuent après la mort d'un manifestant de 21 ans dans le Tarn. Ce soir, sa famille porte plainte pour homicide volontaire. Il était opposé au barrage de Sivins, un projet controversé qui relance aussi le débat sur la mobilisation citoyenne face au gouvernement. Fronde des bonnets rouges, manifestation contre Notre-Dame-des-Landes. D'où viennent ces nouveaux mouvements sociaux? Que signifie cette radicalisation d'une partie de la société? Débat à suivre dans ce journal. C'est un nouveau départ pour la réforme territoriale demain au Sénat. La Chambre des collectivités est cette fois bien décidée à peser dans le débat et aller jusqu'au bout de l'examen de ce texte. Elle proposera demain une nouvelle carte à 15 régions au Premier ministre Manuel Valls qui va tenter de donner un nouveau souffle à ce projet phare pour l'exécutif. Faustine Saint-Geniès. Au Sénat, le changement rime parfois avec apaisement. La nouvelle majorité est bien décidée à ne pas rendre copie blanche sur la réforme territoriale. Fini donc les procédures de report, terminer les blocages. Mardi dernier, la commission chargée du texte est parvenue à un accord sur une base de travail. François-Noël Buffet, le rapporteur, s'en félicite. On a essayé d'être constructif, je crois, le plus possible pour que le Sénat reprenne la main sur, la majorité sénatoriale nouvelle reprenne la main sur ce texte. C'était ça aussi le but politique. Dans ce texte qui sera présenté en séance demain, tout d'abord, une nouvelle carte de 15 régions. Principale différence avec celle de l'Assemblée, les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont de nouveau séparées. Et à l'Est, l'Alsace quitte la Lorraine et la région Champagne-Ardenne et devient une collectivité autonome à statut particulier. Un point qui ne fait pas l'unanimité, même à droite. Autre nouveauté, le texte rappelle l'existence du département et simplifie le droit d'option permettant au département de changer de région. Une mesure qui ne va pas assez loin pour certains. Il fallait vraiment de la souplesse, il fallait entendre les territoires. C'est une occasion ratée. On va y revenir en séance, mais effectivement, là, je suis assez pessimiste sur la qualité finale de la carte qui va sortir du processus. Enfin, sur la date des élections locales, les sénateurs ont suivi l'avis du gouvernement. Les cantonales sont prévues en mars et les régionales en décembre 2015. Là, il y a vraiment une attitude très constructive. Et d'ailleurs, on arrive quand même à voter un texte avec l'essentiel quand même de ce que veut le gouvernement. Les grandes régions, la date des élections, il y a juste sur la carte qu'il y a encore quelques divergences. Un climat plus serein, mais des débats qui s'annoncent fermes dans l'hémicycle. Ils devraient durer jusqu'à jeudi prochain. Et un autre texte est aussi très attendu. Il concerne les compétences des collectivités territoriales avec de nombreuses zones d'ombre, notamment en ce qui concerne l'avenir de la ruralité. Si des garanties ont été apportées pour maintenir les départements en zone rurale, les maires ruraux manifesteront demain devant le Sénat. Ils s'estiment lésés par cette réforme. Quentin Calmy. Madame Sylvia Pinel. 26 août dernier, date du dernier remaniement. Sylvia Pinel se voit dotée d'une nouvelle attribution, la ruralité. Écho au ministère de la Ville, créé au début des années 1990, ce nouveau portefeuille ministériel a un but, démontrer que l'exécutif n'oublie pas les campagnes françaises. Et pourtant, elles se sentent délaissées, abandonnées même, face à l'émergence de puissantes métropoles et de régions fortes dotées demain de compétences élargies. Pour répondre aux attentes des élus, le gouvernement pourrait préserver une cinquantaine de départements ruraux. Charge à eux de maintenir les missions de proximité, au premier rang desquelles l'action sociale dans les zones excentrées. Reste à trouver les moyens de redynamiser ces territoires et de les rendre attractifs aux investissements. La baisse des dotations de l'État aux collectivités laisse craindre un affaissement des financements. Beaucoup s'interrogent sur ce que seront demain les priorités en matière de routes, de voies ferrées ou encore de programmes de haut débit dans ces territoires ruraux. Autre enjeu pour les campagnes, l'agriculture. Régulièrement, des manifestations mettent en lumière la crise du monde paysan, signe supplémentaire d'un mal-être d'une ruralité qui s'interroge sur son avenir.
Et notre invité ce soir, Vannick Berberian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Vous êtes vous-même également maire. Merci d'être avec nous. Alors les maires ruraux sont en colère et ils vont manifester demain devant le Sénat. Que veulent-ils? Que demandent-ils? Bien, demain, ils vont rappeler aux parlementaires et au Premier ministre que la France, elle n'est pas que urbaine. Elle est aussi composée de territoires très riches, variés, sur lesquels vivent près de 23 millions d'habitants et que ces citoyens ont droit à une considération au même titre que les habitants des zones urbaines. Vous avez l'impression d'être les grands oubliés de cette réforme territoriale? C'est malheureusement pas nouveau dans les sujets qu'on vient de voir à l'instant, où on apprend donc, on va à nouveau parler de la carte. Pour nous, c'est marcher sur la tête. La question n'est pas la carte et les découpages, mais plutôt les compétences. Et donc, depuis le début, on est à une énième proposition de cette réforme territoriale qui fait la part belle aux zones urbaines et qui oublie les territoires ruraux. Donc, c'est ce qu'on va rappeler demain. Pourtant, Manuel Valls, le Premier ministre, s'est récemment engagé, notamment avec des accords passés avec le PRG sur la sauvegarde des départements en zone rurale. Ça ne vous suffit pas, ça ne vous convient pas? Tout dépend des compétences qui resteront donc à ces départements. Vous savez, on est habitué, on a la même chose pour les communes. Tout le monde nous dit que la commune est un élément essentiel de la démocratie, est un pilier de la démocratie et que personne n'a dans l'idée de vouloir la supprimer. Sauf que, année après année, gouvernement après gouvernement, on voit que les compétences des communes sont transférées de manière plus ou moins obligatoire aux intercommunalités. Aujourd'hui, on nous parle d'intercommunalité à 20 000 habitants, donc on est totalement dans la démesure. Donc c'est pas tout de laisser, si vous voulez, un niveau de collectivité. Encore faut-il que ce niveau ait les moyens de sa politique. Alors effectivement, il y aura un deuxième texte sur les compétences, certainement soumis au Sénat mi-décembre. Peut-être avant d'en parler, un mot sur la carte, la nouvelle carte des sénateurs. Quel regard portez-vous sur cette 4e carte proposée par la Haute Assemblée? Je crois qu'il serait intéressant de laisser les acteurs concernés définir eux-mêmes les périmètres. Et puis la question n'est pas encore une fois la taille du gâteau, elle est plutôt la composition du gâteau. Et tant que ce débat n'aura pas eu lieu, il y aura des choses difficiles à comprendre. L'articulation entre l'échelon départemental et l'échelon régional, tout ça, ce sont des sujets qui auraient mérité d'être abordés en amont du dessin de la carte. Alors cet après-midi, vous avez été reçu par Gérard Larcher, le président du Sénat. Quelles ont été vos doléances? Rappelez qu'aujourd'hui, dans les territoires ruraux, l'inquiétude est grande. Ça date pas d'aujourd'hui. Et quand on s'attarde quelques instants sur les résultats des élections qui se sont déroulées ces derniers temps, on voit bien l'inquiétude grandissante. Ce n'est pas qu'un sentiment, c'est aussi la réalité. Disparition des services publics, parfois, difficulté de mobilité, difficulté d'accès aux soins, tout ça, ça crée un climat anxiogène. Et quand on a donc un gouvernement qui n'entend pas donc ces doléances, ou bien même un parlement qui reste étranger à ça, forcément, ça crée de la difficulté, ça crée de l'incertitude. C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui, que le Parlement reste étranger à ce cri d'alarme des zones rurales? Et notamment le Sénat, qui représente les collectivités. J'ai l'impression que le courant passe, que la prise de conscience se fait petit à petit. La rencontre que nous avons eue avec le président du Sénat cet après-midi est plutôt encourageante. Il a exprimé son souci, son intérêt. Alors que vous a-t-il dit? Il va faire remonter vos doléances auprès du Premier ministre? Et puis nous associer aussi à la réflexion. Et donc c'est quelque chose évidemment que nous attendons, parce que nous avons, figurez-vous, nous aussi des avis. Ce n'est pas parce que nous sommes habitants des territoires ruraux que nous n'avons pas un point de vue sur alors justement, votre avis, vos propositions, et notamment en ce qui concerne ce texte sur les compétences, qui encore une fois sera examiné probablement mi-décembre au Sénat. Je crois que ces dernières années, l'enchevêtrement justement des compétences, le fait que ces niveaux de collectivité, communes, intercommunalité, départements, régions ont finalement la compétence générale avec des chevauchements, tout ça nécessite aujourd'hui de la clarification. Et donc il faut prendre la compétence en tant que telle. Il n'est pas obligatoire que tout soit transféré au niveau régional. Gérer les collèges et les lycées au niveau régional dans une dimension extraordinaire, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je pense que pour les régions, des compétences structurantes d'aménagement des territoires, des compétences fortes sur la mobilité, la transition énergétique, le développement du très haut débit, des infrastructures, ça correspond tout à fait donc à cet échelon régional. Mais les autres compétences qui nécessitent de la connaissance du terrain, de la proximité, il faut le laisser à un niveau local, le département ou la commune. Il y a Vannick Berberian, une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'exécutif peut mener à bien cette réforme? On voit que c'est compliqué pour l'exécutif en ce moment. Je crois qu'il faut qu'il écoute.
On peut avoir la meilleure idée du monde, si on ne prend pas en considération la démarche pour y parvenir et le contexte psychologique, on se plante, pardon de l'expression, mais c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, il aurait peut-être fallu, souvenez-vous, hein, les états généraux de la démocratie territoriale qui se sont déroulés ici même au Sénat il y a 2 ans, des conclusions ont été tirées. On n'en a strictement rien. Mais vous la souhaitez, cette réforme territoriale? Elle Oui, doit se faire? absolument. Il faut une réforme territoriale, il faut une simplification de notre organisation, il faut plus de souplesse, mais pas cette réforme-là qui est en fait que la volonté de supprimer l'échelon de proximité pour transférer les gens, les moyens, les compétences vers un pôle urbain de la strate supérieure. Ça, c'est très très mauvais. Merci beaucoup Vanneke Berberian d'avoir été notre invité ce soir. Les obsèques de Christophe de Margerie, le PDG de Total, décédé la semaine dernière dans un accident d'avion en Russie, se sont déroulées ce matin à l'église Saint-Sulpice à Paris. François Hollande et Manuel Valls étaient présents comme de nombreuses personnalités venues lui rendre un dernier hommage. Parmi elles, Elisabeth Guigou, présidente socialiste de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ou encore Ernest-Antoine Sellière, ancien président du MEDEF. On les écoute tous les deux. Il savait créer du lien entre les gens, voilà. Partout où il passait, c'était quelqu'un de merveilleusement amical, chaleureux, plein d'humour. Il ne se prenait pas trop au sérieux malgré ses responsabilités. Un homme bien, voilà. C'était un homme d'entreprise, comme on dit, un homme d'État. C'est-à-dire quelqu'un qui dominait complètement l'ensemble des tâches et des responsabilités qui doivent être celui qui dirige une entreprise de cette portée mondiale. C'est la réponse de Michel Sapin à la lettre de Bruxelles. Le ministre des Finances a présenté des mesures nouvelles qui devraient permettre de réduire le déficit public de 3,6 milliards d'euros de plus que prévu. Des précisions qui interviennent après les critiques de la Commission européenne sur le projet de budget français pour 2015, un texte déjà voté par l'Assemblée nationale. Les élections législatives en Ukraine, remportées par les forces pro-occidentales, déclarées conformes aux normes démocratiques. 1 million d'électeurs se sont rendus aux urnes dans le calme. Seuls quelques incidents isolés sont à déplorer, selon les observateurs internationaux sur place. Les explications de Cécile Sixou. Malgré la situation politique tendue à l'est du pays, tout s'est bien passé. C'est le constat d'Yves Pozzo-di-Borgo qui a pu suivre le déroulement des élections à Kiev pendant 4 jours dans le cadre de la mission d'observation parlementaire. L'Ukraine commence maintenant à avoir quand même une culture démocratique, comme d'ailleurs tous ces pays de l'Est. Ça évolue énormément. Moi, ça fait déjà presque quelques années que je fais des observations électorales. Et je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'équipes qui connaissent comment fonctionnent les choses, les bureaux de vote sont bien tenus. Finalement, c'est le bloc pro-européen qui rafle la mise en obtenant plus de 70% des voix. Plus de 3/4 des électeurs ayant participé au vote ont soutenu de façon puissante et irréversible l'orientation de l'Ukraine vers l'Europe. Autre résultat, les communistes, pas réélus, ne seront pas au Parlement. Une première depuis l'indépendance, mais surtout le signe que les Ukrainiens souhaitent renouveler leur classe politique. Il faut surtout, si vous voulez, que les hommes politiques accompagnent leur niveau de vie. Ils ont envie de vivre normalement. Ils ont envie de vivre, de pouvoir travailler, de pouvoir développer, d'avoir de l'éducation, d'avoir une politique de santé. Vraiment, le pays a besoin de tout ça. Plusieurs défis attendent le nouveau Parlement, sortir l'Ukraine d'une profonde récession, lutter contre la corruption et rapprocher le pays de l'Union européenne. Après avoir frôlé la liquidation, Caddy, le fabricant alsacien de chariots de supermarché, va redémarrer avec un nouvel actionnaire. Le tribunal de commerce de Paris a validé l'unique offre de reprise. Cette décision écarte la menace du dépôt de bilan, mais n'empêchera pas le licenciement de près de 270 personnes. En bref, la CGT appelle les salariés des transports à une mobilisation nationale le 4 novembre pour la défense du service public et contre le dumping social. SNCF, métro et RER devraient être touchés. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Les affrontements se poursuivent dans le Tarn à Albi après la mort de Rémi Fraisse, un opposant au barrage de Sivins. Seulement âgé de 21 ans, il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le procureur, sa mort serait la conséquence d'une explosion, peut-être causée par une grenade lancée par les forces de l'ordre. Ce soir, Europe Écologie Les Verts demande l'arrêt du projet de barrage. Pauline Dame. Ils étaient environ 500 manifestants rassemblés devant la préfecture d'Albi pour marquer leur soutien à Rémi Fraisse et protester contre le projet de barrage de Sivins.
D'une capacité d'1,5 million de mètres cubes, ce barrage-réservoir doit permettre d'irriguer les terres agricoles alentours. Les opposants dénoncent un projet coûteux qui ne servira qu'à soutenir l'agriculture productiviste des champs de maïs. Un rapport d'expertise présenté aujourd'hui leur donne en partie raison. Les experts déplorent un projet surdimensionné et un coût d'investissement élevé, plus de 8 millions d'euros. Ils estiment par ailleurs très moyenne la qualité de l'étude d'impact du projet. Mais selon eux, il semble difficile de procéder à l'arrêt du chantier compte tenu de l'état d'avancement des travaux et des engagements pris avec la profession agricole. Un projet qui divise dans les rangs politiques. Si l'Élysée ou Matignon ont préféré ne pas s'exprimer sur ce dossier... Est-ce que vous avez une réaction? Delphine Batho demande la suspension. Non, je fais pas de... Alors... Emmanuel Causse et Delphine Batho demandent l'arrêt immédiat des travaux. Moi, ce que je demande ce matin, c'est qu'on stoppe les travaux de ce barrage immédiatement et qu'on rétablisse le moratoire que j'avais mis en place sur tous les projets de ce genre dans toute la France. La situation reste vive ce soir à Albi après les échauffourées de cet après-midi. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à l'émergence de ces nouveaux mouvements sociaux et à cette radicalisation d'une partie de la société avec nos invités. Ce soir, Evelyne Sirmarin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Vous êtes également membre de la Ligue des droits de l'homme. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Thibaut Guilhuy. Vous êtes vice-président du mouvement Nous Citoyens. Merci, bonsoir merci d'être avec nous. Et puis bonsoir, on va parler de votre mouvement bien sûr dans un instant. Peut-être une première question, Evelyne Sirmarin. Ce soir, Europe Écologie Les Verts demande l'arrêt de ce projet de barrage qui a conduit à ce dramatique décès. Est-ce que le gouvernement devrait écouter cette mobilisation? Écoutez, je ne sais pas, c'est toute la question de la désobéissance civique, que moi je préfère appeler désobéissance citoyenne. C'est-à-dire que toute la question, en fait, effectivement, c'est est-ce que la représentation nationale est seule légitime à prendre des décisions politiques, y compris environnementales, sociales, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, un mouvement citoyen peut emporter une autre décision. Je crois que autant des mobilisations doivent être entendues par un gouvernement, autant ça me semble pas suffisant du point de vue démocratique pour décider un arrêt ou de continuer. Maintenant, il y a eu un mort et je pense que la justice aussi doit faire son métier, à savoir rechercher pourquoi cet homme est mort. C'est quand même extrêmement grave. Thibaut Guilhuy, Evelyne Sirmarin parle de désobéissance citoyenne. Alors vous, dans votre mouvement Nous Citoyens, vous misez sur une méthodologie participative avec une action citoyenne. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement ? Alors sur le cas en particulier, désobéissance citoyenne, c'est vrai que le mot est sympathique. Maintenant, ça fait parler de mobilisation citoyenne peut-être, vous non, mais il y a en tout cas clairement, ça montre un manque de dialogue. C'est de plus en plus récurrent, on le voit aussi d'ailleurs dans les conflits sociaux, il y a une radicalisation très forte, ce qui montre que en même temps, les gens qui expriment cette colère n'ont peut-être pas été suffisamment écoutés. De l'autre côté, on n'est pas non plus à promouvoir systématiquement la radicalisation et la violence pour régler les problèmes. Maintenant, dans le cas spécifique de la création de ce barrage, je ne sais pas comment s'est menée la concertation et quels sont les intérêts et puis les enjeux de cette discussion. Il me semble quand même, sur un projet comme celui-ci, qu'on a déjà pas mal de lieux de concertation, de validation, d'enquête d'utilité publique, etc. qui ont été... Ce soir, il y a un rapport qui a été rendu public et qui est très opposé à ce barrage. Evelyne Sirmarin, vous voulez intervenir? Je pense qu'effectivement, ce qui serait bien, parce que vous savez qu'il y a le référendum d'initiative, alors pas vraiment populaire, mais qui va entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2015. C'est quelque chose d'intéressant, mais qui est assez limité en fait, parce qu'il va falloir que de nombreux députés et sénateurs saisissent effectivement pour ce référendum et de nombreux citoyens 1/10 du corps électoral. Donc c'est beaucoup. Je pense que par exemple pour ce type de problème, pour ce barrage ou d'autres problèmes, Notre-Dame-des-Landes, etc., ce qui serait peut-être intéressant institutionnellement, c'est qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, mais peut-être régionaux ou locaux, qu'on permette peut-être aux citoyens qui vraiment s'opposent à un projet mais qui sont un nombre suffisamment important d'avoir une expression politique. Parce qu'actuellement en France, c'est quand même pas le cas. Et je pense que c'est un problème pour la démocratie. Thibaut Guilhuy, sur cette idée de référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose pour lequel vous militez avec Nous Citoyens ?
Alors, ça fait partie, alors on ne va pas faire un référendum à chaque fois qu'il y a un projet d'investissement, mais, au niveau local, ça peut mais être il est utile, clair que localement, ça fait partie des sujets qu'on travaille et qu'on étudie en commission, qui font partie des propositions à l'étude en ce moment, qu'effectivement, pour un certain nombre de projets d'investissement locaux, puissent être associés plus largement les citoyens. Parce que vous voyez, le problème, je crois, c'est que, bon, là, on a de la violence. Et je crois que on n'a pas en France, finalement, de juste mesure, de juste milieu entre l'expression politique, avec des élections tous les 5 ans, notamment les élections présidentielles qui sont si importantes en France, et puis, entre-temps, un moyen pour les citoyens d'exprimer éventuellement leur désaccord, mais si c'est quand même un désaccord sur des sujets extrêmement importants, et puis suffisamment majoritaires. Ça peut être un et instrument populiste ou démagogique aussi, le référendum, il faut faire attention. Peut-être, mais en même temps, ce serait un moyen peut-être d'organiser une déviation de la colère, comme ce qui se passe ou à Notre-Dame-des-Landes ou pour ce barrage. Je pense que c'est un problème qu'il n'y ait pas de moyen d'expression des gens qui sont en désaccord. Voilà, la difficulté du gouvernement à réformer, si on demande aux citoyens à chaque fois leur avis, c'est peut-être une perte de temps aussi pour l'exécutif. Non, mais c'est pour ça que si on prend un petit peu de recul sur ce type de situation, mais qu'on va retrouver aussi beaucoup dans le fonctionnement des entreprises et dans le dialogue social, c'est que ça montre qu'il y a un problème de représentativité et de confiance dans les représentants, puisqu'ils ont quand même... C'est une perte de vitesse des syndicats, selon vous, ce qui se passe ? C'est clairement une perte de vitesse des syndicats. Dans le cas d'espèce, c'est aussi les élus qui ont la responsabilité de cette décision. Et donc, ça montre que le mandat et la confiance est insuffisante pour instaurer le dialogue. Ça montre aussi que, parce que vous savez, pour mettre en place un projet d'investissement comme celui-ci, ou pour prendre un certain nombre de décisions dans l'entreprise, il y a des tonnes et des tonnes de réglementations qui sont censées assurer justement l'écoute, la concertation et le dialogue. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait peut-être un petit peu plus penser à simplifier les choses, simplifier les règles pour avoir du dialogue plus direct entre les parties. Ce qui a manqué manifestement dans cette opération qui a de fait été lancée il y a quand même quelques mois ou quelques années. Ministre Marin, sur cette question de la perte de vitesse des syndicats. Voilà, enfin peut-être des syndicats, mais de façon générale, une chose est de demander systématiquement l'avis des personnes, mais quand suffisamment de gens se groupent, c'est-à-dire par exemple 1/10 des électeurs, ou d'un canton ou d'une commune, là, c'est que s'ils sont capables de se grouper pour demander un référendum, c'est quand même qu'ils représentent déjà suffisamment une cohérence, une force citoyenne, politique. Bon, c'est évident sur la représentation des syndicats qu'il y a une perte énorme de représentativité et la plupart des gens qui travaillent en entreprise, en fait, ne se reconnaissent pas, malheureusement, je dois dire, dans les organisations syndicales. C'est un vrai problème de démocratie dans l'entreprise, c'est vrai. Clairement, quand on parle de perte de vitesse, sur les 50 dernières années, le nombre de personnes syndiquées a été divisé par 4. Ça ne représente que 8% de la population qui travaille, qui est syndiquée. Donc, il y a un vrai problème de représentation, sachant que de l'autre côté, les pouvoirs et les moyens qui ont été donnés ont été multipliés par 20 sur la même période. Donc, nous, ce qu'on propose à nous citoyens, c'est effectivement de réformer le dialogue social. Alors, d'un côté, d'avoir des syndicats plus représentatifs, y compris en prenant des mesures incitatives telles que le chèque syndical, pour donner la possibilité aux salariés, au moins des entreprises de plus de 200 salariés, de pouvoir avoir les moyens de choisir et de se syndiquer s'ils le veulent, mais en contrepartie de remettre les syndicats à leur place, c'est-à-dire de les sortir du paritarisme, finalement qui est la gestion du bien commun et qui n'a pas spécialement lieu d'être géré au niveau de syndicats qui plus est non représentatifs des citoyens et de la société civile, et de les recentrer sur leur mission qui est de favoriser le dialogue social et d'assurer la protection des salariés et des entreprises, puisque ce que je viens de dire pour les syndicats des salariés est aussi vrai pour les syndicats patronaux. Oui, bon, c'est un vaste débat, parce que le paritarisme, c'est quand même issu de 1945, de la résistance, etc. Bon, il y a un problème aussi en France, mais on ne va pas en débattre aujourd'hui, mais c'est la représentativité politique. On sent un énorme fossé véritable entre la classe politique, mais y compris dans sa configuration sociologique, et puis la population. Mais ça, c'est un vaste débat qu'on pourrait peut-être résoudre. On ne retrouve plus dans les partis politiques traditionnels, peut-être que le type de mouvement que représente
monsieur, ce soir, ça peut être une solution selon vous, Evelyne Sirmarin? Mais ça peut être une solution. Moi, je trouve ça très très intéressant. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, hein, mais peut-être aussi des mouvements comme Nouvelle Donne. On voit qu'il y a des mouvements à la fois associatifs, citoyens, politiques, qui ont envie de se construire. Et peut-être que c'est une certaine alternative, finalement, aux partis politiques, entre guillemets, purs et durs. On voit qu'il y a une volonté d'être un petit peu plus large que simplement des partis politiques. Et il faut être à l'écoute de ça. Je crois que c'est important. Mais est-ce que le gouvernement doit s'inquiéter quand même de ces nouvelles formes de violence, Evelyne Sirmarin? Ça, moi, je pense que la violence, de façon générale, c'est extrêmement inquiétant. Mais ce gouvernement-là, mais le gouvernement précédent, c'était la même chose. On voit bien qu'il n'y a pas de possibilité d'expression politique en dehors véritablement des élections, des organisations représentatives, etc. Et ça, je crois qu'il faudrait réfléchir à trouver d'autres formes de représentation en dehors des élections. Parce qu'on a vu effectivement après les bonnets rouges qui ont conduit le gouvernement à reculer sur l'écotaxe, Notre-Dame-des-Landes, ce qui est en train de se passer dans le Tarn. Est-ce que le recours à la violence est le seul moyen de se faire entendre dans ce gouvernement ? J'espère que non, mais c'est vrai qu'un certain nombre de faits montrent qu'il y a une tension de plus en plus vive et qui fait qu'au bout d'un moment, on en arrive à la violence sur des sujets qui ne mériteraient pas de mettre, y compris en danger, les gens. Simplement, à cette violence-là, c'est aussi la conséquence de la violence, de l'absence de représentativité, de l'absence de respect des mandats politiques qui ont été confiés par les citoyens et qui font que soit ils se réfugient vers les populismes, comme... C'est-à-dire quand vous parlez de manque de respect des mandats, qu'est-ce que vous voulez dire ? Clairement, ce que reprochent les citoyens, en tout cas nous citoyens, typiquement politiquement, les politiques sont devenus des professionnels de carrière qui ne pensent qu'à l'élection suivante, là où ils devraient être au service du bien commun et de l'intérêt général. Et donc, il y a un gros écart, et le gouvernement actuel en est l'illustration parfaite, entre les propos et les propositions qu'ils ont faites pour se faire élire, et puis la façon où, confrontés au principe de réalité, finalement, ils font exactement l'inverse. Et donc, là, ça crée de la désespérance, et quand il y a de la désespérance, évidemment, la violence peut prendre de la place. Vous partagez son analyse ? Oui, je pense qu'on est effectivement dans une démocratie asphyxiée. C'est vrai que la gauche avait promis l'apaisement en arrivant au pouvoir. Oui, tout à fait, mais enfin, on le sait bien, pour nous résumer, même ceux qui n'espéraient rien de François Hollande sont déçus. Donc, on voit bien que, et je crois que c'est pas une affaire de gauche ou de droite, donc je crois qu'il y a un véritable problème, encore une fois, d'asphyxie de la démocratie. Il y a un problème de mandat, évidemment. Je pense que... Les hommes politiques sont des professionnels. Ça vous gêne également ? Oui, c'est sûr que quand on passe 30 ou 40 ans à faire une carrière politique, je pense qu'on représente à peu près plus personne de façon générale, quel que soit le camp politique dans lequel on est. Bon, c'est le problème de la durée des mandats et puis du renouvellement des mandats politiques. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Demain, exceptionnellement, pas de 24 heures Sénat. Priorité au débat dans l'hémicycle avec le discours du Premier ministre Manuel Valls qui vient s'exprimer devant les sénateurs avant l'examen en seconde lecture de la nouvelle carte des régions. Bonne soirée, à mercredi 19h.